Les manuscrits de la mer Morte. De mystérieux textes, dont les plus anciens datent du IIe siècle avant notre ère, qui ont été enfouis dans des grottes en plein désert pendant 2000 ans. Que faisaient-ils dans ces grottes? Qui les avait cachés là et pourquoi? Les secrets de ces manuscrits découverts par hasard ont été jalousement gardés depuis le début de notre ère. On n'a jamais rien trouvé de semblable. Que racontent ces textes anciens? Prédirait-il la fin du monde et l'apocalypse? Il y a des tombes partout. Aujourd'hui, les progrès de l'imagerie multispectrale permettent de dévoiler la signification de ces textes. Ce sont les premiers écrits datant approximativement de l'époque de Jésus. Mais pourquoi les manuscrits ont-ils été cachés dans le désert? Et qui en sont les auteurs? Nous allons plonger dans les profondeurs de ces grottes, ressusciter la forteresse d'un roi et exhumer les vestiges d'un massacre afin d'élucider le mystère des manuscrits de la mer Morte. La mer Morte en Israël, le point le plus bas du globe. C'est sur ces rivages qu'en 1947, un berger bédouin fait une découverte extraordinaire. Cette trouvaille fortuite bouleverse les recherches sur l'histoire biblique. Il cherchait une chèvre égarée quand il a atteint l'entrée d'une grotte. Il a jeté une pierre à l'intérieur pour tenter de débusquer l'animal. Mais au lieu de l'impact de la pierre contre la roche, le berger entend un bruit de poterie brisée. Dans ces grottes se cachait la plus grande découverte archéologique du XXe siècle. Derrière l'entrée étroite se dressent des pots en céramique de forme inhabituelle. Et, roulés à l'intérieur, des trésors très anciens. Des manuscrits en hébreu. Certains datent d'environ 200 ans avant Jésus-Christ. D'autres ont été écrits de son vivant. L'un d'eux mesure plus de 7 mètres de long et contient l'intégralité du livre d'Isaïe, issu de l'Ancien Testament. Ces parchemins sont baptisés les manuscrits de la mer Morte. Ce sont les plus anciens textes bibliques découverts à ce jour. Aujourd'hui, ces manuscrits sont exposés ici, dans le sanctuaire du livre au musée d'Israël. Près d'1 million de visiteurs viennent les admirer chaque année. Le grand rouleau d'Isaïe occupe une place de choix dans le musée. Penny Nashor, de l'Autorité des Antiquités d'Israël, est la conservatrice des manuscrits de la mer Morte. Voici un échantillon de l'un des grands rouleaux. 5 d'entre eux sont très bien conservés. Les chercheurs étudient et décryptent ces textes depuis plus de 70 ans. Ce sont les plus anciens exemplaires de la Bible dont nous disposons. Ils sont plus anciens que tout ce qu'on a trouvé auparavant. En effet, ces manuscrits seraient antérieurs de plusieurs siècles aux plus anciens exemplaires du texte hébreu connu jusqu'alors. Grâce au progrès de la technologie, Penny Nashor en effectue un nouveau décryptage. Et ce qu'elle découvre est capital. Nous examinons tout ce qui n'a pas encore été décrypté car l'encre n'était pas visible sur ces fragments. Nous en découvrons aussi de nouveaux. Les conditions de conservation idéales à l'intérieur des grottes ont permis aux parchemins de résister à l'épreuve du temps. Les premiers rouleaux que nous avons retrouvés étaient en très bon état car ils étaient enfermés dans des pots et enroulés dans un linge. C'est ce qui les a conservés. Les premiers chercheurs à avoir étudié les manuscrits dans les années 50 se sont servis de rubans adhésifs pour les coller sur des plaques de verre. Certains fragments ont réagi aux produits chimiques présents dans l'adhésif. Tous ceux qui sont intervenus étaient pleins de bonnes intentions, mais ils ont fait beaucoup de dégâts. Ce fragment a été analysé dans les années 70. Il est extrêmement fragile. Et le support, c'est Une feuille de riz et de la colle. La couche de colle est éliminée pour rendre les inscriptions visibles. Les fragments sont ensuite photographiés à l'aide d'un appareil mis au point par la NASA.
Il permet de les analyser sous différentes lumières. En associant les images obtenues, les inscriptions apparaissent. Tu peux me montrer les deux versions? 70 ans après leur découverte, les manuscrits continuent de dévoiler leurs secrets. Là, Oui, comme tu le vois, c'est assez net. Ce morceau comporte un mot qui manquait sur l'un des fragments. C'est le mot Israël. Israël? Oui. Une telle découverte confirme que la Bible hébraïque est la même aujourd'hui qu'au temps de Jésus. On voit très bien les caractères maintenant. Il suffit d'un fragment minuscule pour faire avancer la recherche biblique. Certains de ces textes précèdent l'existence de Jésus. D'autres ont été rédigés au cours de sa vie. Ils font la lumière sur le monde dans lequel il vivait, le judaïsme et la naissance du christianisme. Pourtant, le mystère de ces manuscrits reste entier. Ceux retrouvés par le berger bédouin n'étaient que les premiers d'une longue série. D'autres grottes contenant des centaines de parchemins ont par la suite été découvertes. Les restes d'1 millier de manuscrits ont été retrouvés dans 11 grottes. L'une d'elles, à moins d'1 kilomètre de la première, contenait un vrai trésor. Elle renfermait le plus ancien exemplaire des 10 commandements à ce jour. 15 000 fragments de plus de 600 manuscrits étaient éparpillés sur le sol de la grotte. Certains ont pu être assemblés et décryptés, notamment les 3 premiers chapitres du livre de la Genèse. D'autres sont si petits qu'ils sont encore illisibles aujourd'hui. Pourrait-il contenir des informations sur les auteurs des manuscrits de la Mer Morte et sur ceux qui les ont cachés? Eshbal Radzon est chercheuse aux universités de Haïfa et d'Ariel. Elle fait partie d'une équipe internationale qui s'efforce de reconstituer et de déchiffrer 2 de ces manuscrits. Elle travaille sur 66 fragments mystérieux qui pourraient contenir des indices sur les auteurs des textes. Mon travail consiste à reconstituer des puzzles. Celui-ci nous éclaire sur un document conservé pendant 2000 ans dans le désert. Grâce à l'imagerie très haute résolution, Eshbal Radzon peut désormais discerner les mots inscrits sur des fragments minuscules. Elle les déplace sur son écran pour tenter de les assembler. C'est un puzzle électronique à partir de pièces âgées de 2000 ans. On a de la chance, car on dispose de la plupart des pièces qui forment les contours du puzzle. Elle s'aperçoit que l'auteur de ce manuscrit a laissé des notes énigmatiques entre les colonnes. Je viens de comprendre que ces 2 notes étaient sans doute liées. Le scribe devait manquer de place, donc il a retourné le parchemin. J'ai associé ce groupe de fragments à celui-ci et j'ai obtenu une colonne complète, d'une marge à l'autre. Grâce à cette technologie, Eshbal Radzon découvre qu'il s'agit d'un calendrier. C'est un calendrier unique. On ne l'a jamais vu ailleurs que sur ces manuscrits. Il y a 2000 ans, suivre son propre calendrier religieux était un acte radical et controversé. Ce calendrier en dit long sur l'identité du scribe. Dans l'Antiquité, les prêtres juifs du temple de Jérusalem suivent un calendrier lunaire qui compte 354 jours par an. Lors de la nouvelle lune, ils offrent aux dieux d'Israël des fruits, des céréales et des animaux sacrifiés. Les auteurs des manuscrits de la Mer Morte rejettent ces pratiques. Ils semblent obsédés par la purification et s'immergent dans l'eau froide au moins 2 fois par jour. Ils créent leur propre calendrier, composé de 364 jours par an et organisé autour du mouvement du soleil.
C'était un pas énorme. Cette secte religieuse s'est séparée des autres mouvements juifs. En poursuivant son examen minutieux des fragments, Eshbal Radzon découvre le nom de ce groupe. La secte associée à ce calendrier se fait appeler, comme on le voit sur d'autres manuscrits, le Yarad, ou les fils de vertu, ou encore les fils de lumière. Les manuscrits de la mer Morte constitueraient leur bibliothèque. Mais qui étaient les fils de lumière? Et pourquoi ont-ils dissimulé leurs précieux textes dans des grottes en plein désert? La découverte des manuscrits a soulevé un grand nombre de questions. Qui en sont les auteurs? Où les ont-ils écrits? Pourquoi les ont-ils laissés dans ces grottes? Ce n'est qu'en explorant davantage cette région, en effectuant des fouilles archéologiques sur d'autres sites, qu'on pourra répondre à ces questions. Des éléments de réponse se cachent peut-être ici. Près des grottes où les manuscrits ont été retrouvés, gisent les ruines d'une ville fortifiée, baptisée Qumran. À côté des ruines s'étendent des rangées de monticules de pierre. Sous ces monticules, les archéologues ont exhumé plus de 70 squelettes. Tous sont enterrés dans une fosse individuelle de 2 mètres de profondeur, sans aucun ornement funéraire. Tous sont allongés sur le dos, les mains sur les hanches, la tête orientée au sud vers le soleil brûlant de midi. Seraient-ce les corps des fils de lumière, les gardiens des manuscrits de la mer Morte? Il y a des tombes partout. Ici, par exemple. Regardez ces pierres. Yossi Nagar, de l'Autorité des Antiquités d'Israël, examine des squelettes récemment exhumés dans le cimetière. Quand on ouvre ces tombes, on s'aperçoit qu'elles sont toutes identiques. Quelqu'un les a conçues, ce n'est pas un hasard. C'est le cimetière principal de Qumran. Le site archéologique est tout près. Et toutes ces tombes ont été creusées juste à côté. D'après l'anthropologue, il n'est pas rare de trouver un cimetière à proximité immédiate d'une ville en Israël. Mais à Qumran, l'organisation des sépultures est inhabituelle. On a un gros tas de pierres, appelé un tumulus. En dessous, il y a une fosse d'au moins 1 mètre. C'est unique. C'est ce qu'on appelle une sépulture de type Qumran. J'ai pensé que si on exhumait des ossements pour les analyser, on en saurait sans doute plus sur les habitants du site. Yossi Nagar fait donc fouiller 33 sépultures. On n'a découvert ni enfants, ni femmes, que des hommes. J'ai trouvé ça bizarre. La première étape consiste à déterminer l'âge de ces hommes au moment du décès. Pour cela, il faut étudier des indicateurs essentiels, comme le développement des dents et l'usure des vertèbres. Les résultats sont formels. Presque tous ces individus avaient plus de 30 ans quand ils sont morts. C'est un âge très avancé pour la région et l'époque. Les hommes enterrés ici ont une moyenne d'âge supérieure à celle d'un village ou d'un cimetière habituel. Fait exceptionnel, la moitié d'entre eux avaient même plus de 40 ans. En examinant les crânes, Yossi Nagar découvre une autre caractéristique anormale. J'ai remarqué que certains squelettes avaient ce qu'on appelle une exostose à l'oreille. Une exostose est une excroissance osseuse qui se développe dans le canal auditif. C'est une affection douloureuse qui peut entraîner une surdité définitive. Aujourd'hui, elle se rencontre surtout chez les surfeurs et les nageurs, car elle est provoquée par l'eau froide et le vent. Comment des hommes d'âge mûr vivant dans le désert pouvaient-ils en être atteints? D'autant plus que cette pathologie était extrêmement rare en Israël à l'époque.
J'ai décidé de vérifier combien de personnes en souffraient ailleurs dans le pays. Moins d'1% de la population. Et ici, à Qumran, 33%. Découvrir en plein désert tant d'hommes atteints d'un mal provoqué par l'eau froide et le vent a de quoi surprendre. Yossi Nagar cherche une explication dans les manuscrits. Il est écrit qu'au moins 3 fois par jour, il plonge dans le mikvé, le bain rituel. Et regardez ce vent. Il y aurait donc un lien possible entre les squelettes et les manuscrits. Pour le prouver, les squelettes doivent être datés afin de savoir si ces hommes vivaient à Qumran lorsque les manuscrits ont été écrits et dissimulés. Pour moi, c'est formidable, car je suis anthropologue et j'étudie les os. Mais les archéologues veulent savoir de quand ils datent. C'est difficile de déterminer une date en l'absence d'objets mortuaires. On ne peut que supposer. Il faut prélever un échantillon et faire une datation au carbone. C'est un bon moyen de le savoir. Et c'est ce qu'on a fait. La tradition juive veut que tous les squelettes soient réenterrés après des fouilles archéologiques. Seul ce fémur est conservé. Elisabetta Boaretto, de l'Institut de recherche Weizmann, en prélève un échantillon et procède à la datation au carbone. Pour déterminer une date, elle doit extraire de l'os une substance présente dans les tissus vivants, le collagène. Le collagène est une protéine très importante pour renforcer la résistance des tissus à l'étirement. Malheureusement, les os de Qumran sont très endommagés. Ils ne contiennent presque plus de collagène. En temps normal, on s'en tiendrait là et on se contenterait de supposer à quelle époque ces hommes ont vécu à Qumran. Mais l'archéologue applique une nouvelle technique révolutionnaire qui permet d'extraire et de reconstituer le collagène. On va obtenir une date grâce à cette expérience. Elle parvient à reconstituer les échantillons de collagène qui sont réduits à du carbone pur. Elle mesure ensuite l'évolution du carbone au fil du temps pour déterminer une date. Ça y est. Waouh, c'est le 1er siècle. C'est vraiment ce qu'on attendait à Qumran. Mais cette fois, on en a la confirmation pour cet individu. Regardez, les données indiquent le 1er siècle de notre ère. Fantastique. Cet os est vieux de près de 2000 ans. Les squelettes de Qumran ont donc le même âge que les manuscrits. Confirmer la date du 1er siècle est très important. Les hommes enterrés dans ce cimetière étaient en vie quand les manuscrits de la mer Morte ont été cachés dans les grottes. On sait désormais que ce cimetière date de l'ère romaine, ainsi que le site qui lui est rattaché. Yossi Nagar est convaincu qu'il s'agit des squelettes des Fils de Lumière, les auteurs des manuscrits. Ces textes évoquent une communauté d'hommes vivant dans le désert, des célibataires qui obéissaient à leurs propres règles, n'avaient ni femme, ni enfants, et vivaient très vieux. Les Fils de Lumière auraient-ils vécu à Qumran, la ville construite à côté du cimetière? Il n'y a rien de semblable à Qumran. C'est un site archéologique unique. Jody Magness, de l'Université de Caroline du Nord, recherche des indices prouvant qu'il s'agit bien du lieu de résidence de la secte. D'après les informations contenues dans les manuscrits, Qumran n'était pas une cité ou une ville ordinaire, mais plutôt une communauté. Jody explore les ruines, à commencer par cette étrange structure équipée de marches. Derrière moi se trouve un bain rituel, où les Juifs s'immergeaient pour se purifier selon les rites religieux.
Parfois, l'escalier était divisé en plusieurs sections pour symboliser la séparation entre le pur et l'impur. Ce qui veut dire qu'on descendait d'un côté quand on était impur, on plongeait dans l'eau et on remontait de l'autre côté purifié. D'après l'archéologue, la présence de plusieurs de ces bains à Qumran prouve que les habitants devaient se conformer à des règles religieuses strictes. Les membres de cette communauté voulaient vivre comme des prêtres. Le Dieu d'Israël exigeait qu'en sa présence, tout le monde soit purifié. Même Jésus et Paul, par exemple, avant de pénétrer dans le temple de Jérusalem, s'immergeaient dans un bassin comme celui-ci. Les manuscrits stipulent que les fils de lumière doivent se purifier 2 fois par jour. Qumran compte 10 bains rituels. Il est également écrit que les membres de la secte doivent toujours partager leurs repas. Cette salle est la plus grande du site. Dans la pièce à côté, on a découvert un office rempli de plus d'1 millier de plats. Cette grande salle servait apparemment de salle à manger commune. Qumran possède tous les lieux nécessaires à la pratique religieuse, telle qu'elle est évoquée dans les manuscrits de la Mer Morte. Certains textes auraient d'ailleurs été écrits dans ce bâtiment. C'était un scriptorium, ou salle d'écriture. Au premier étage, il y avait à l'origine du mobilier. Parmi les restes des meubles, on a retrouvé des encriers. C'est un détail important. Mais pour Jody Magness, la preuve irréfutable du lien entre Qumran et les manuscrits vient des pots cylindriques qui contenaient les parchemins. Voici un atelier de potier, avec un grand four circulaire d'un côté et un four en fer à cheval plus petit de l'autre. Les pots en argile sont empilés sur des étagères au-dessus du foyer pour être cuits par la chaleur du feu. Parmi ces poteries se trouvaient des pots cylindriques avec un couvercle en forme de bol, comme ceux qui contenaient les manuscrits dans la première grotte. Des analyses ont montré que les pots de Qumran et ceux retrouvés dans les grottes étaient faits dans la même argile. On peut donc affirmer qu'il y a un lien à la fois archéologique et scientifique entre le site de Qumran et les manuscrits de la Mer Morte. Jody Magness est certaine que Qumran est le lieu de résidence des Fils de Lumière, auteurs des précieux manuscrits. Grâce à cette information, il est possible de déduire l'identité des membres de la communauté. Des sources nous indiquent qui étaient ces hommes. Elles évoquent toutes une secte juive qui vivait sur la côte nord-ouest de la Mer Morte, là où Qumran est situé, les Esséniens. Des textes anciens racontent l'histoire de ce mouvement religieux. Les Esséniens sont originaires de Jérusalem. En désaccord avec les chefs religieux de la ville sacrée, ils décident de s'exiler. Ils créent une communauté sur les rivages de la Mer Morte, où ils peuvent pratiquer leur religion comme ils l'entendent. Fascinés par les Saintes Écritures et leurs retranscriptions, ils écoutent des lectures de la Bible à longueur de journée. Ils inscrivent les règles de la communauté sur des parchemins qu'ils conservent avec leurs manuscrits des Écritures. On sait qu'à l'époque de Jésus, il existait de nombreux groupes, mouvements et sectes. Les Esséniens faisaient partie de cette mosaïque de groupes religieux. Au 1er siècle, la Judée est un véritable creuset de croyances et d'idées nouvelles. Les manuscrits de la Mer Morte pourraient permettre d'en savoir plus sur l'influence des Esséniens. Émile Puech est historien de la Bible et spécialiste en langues anciennes à l'école biblique de Jérusalem. Au départ, où il y a eu beaucoup de théories, qui était à l'origine de ces manuscrits? Alors les gens ont dit que ce sont peut-être des manuscrits qui ont été faits au temple de Jérusalem. Non, des manuscrits de type essénien. Pour Émile Puech,
les textes esséniens dépeignent la Judée avant l'arrivée de Jésus. Ces manuscrits-là nous permettent de savoir quelles étaient les idées, les croyances, les pratiques d'une communauté ou du judaïsme les siècles avant Jésus. Qu'est-ce que Jésus a apporté de neuf ou de différent et qu'est-ce qui s'est inspiré de ces croyances-là, de ces pratiques-là? C'est ça la grande importance de ces manuscrits. Certaines de leurs idées pourraient même précéder de plusieurs siècles les croyances des premiers chrétiens. Les Esséniens attendaient le retour du Messie. Un Messie prêtre et un Messie roi. On peut savoir que dans un manuscrit de Qumran, entre autres, un manuscrit typiquement essénien, il est dit ce que Dieu fera quand le Messie viendrait, qui est en fait un résumé de plusieurs passages d'Isaïe ou bien des psaumes, et on trouve exactement le même arrangement dans l'évangile de Matthieu et de Luc. Exactement les mêmes qu'on a dans les manuscrits de Qumran 2 siècles avant. C'est quand même étrange. D'après le théologien, certaines idées avant-gardistes des Esséniens se retrouveraient dans le Nouveau Testament. Il étudie d'étranges similitudes entre la Bible et un fragment du manuscrit appelé des Béatitudes. À Qumran, dans la grotte 4, on a trouvé des fragments qui appartiennent à un texte de sagesse. Et il y a une colonne, le haut, mais il manque le bas, hélas, une série de béatitudes. Le genre littéraire est le même que celui du sermon de Jésus sur la montagne dans l'Évangile selon Matthieu, un texte écrit de nombreuses années après ces béatitudes. L'auteur de Matthieu, dans ces passages-là du chapitre 5, connaissait ce genre littéraire qui est connu uniquement par ce document de Qumran. Étrange. Mais c'est intéressant de voir que Matthieu n'a pas inventé la formule, elle était déjà avant lui dans ce pays-ci. Pour Émile Puech, certains des premiers chrétiens auraient donc imité le style des Esséniens, tout en adaptant leur message. Mais il est surtout intrigué par un texte qui expliquerait pourquoi les fils de lumière auraient caché leurs manuscrits. Et on sait dans un livre, dans un manuscrit, où il est dit aux gens de cette communauté de bien conserver les livres des ancêtres, de bien les transmettre, c'est-à-dire un héritage à conserver précieusement. Les Esséniens pensaient qu'il était de leur devoir de protéger leurs précieux textes. Dans ce cas, pourquoi les abandonner en plein désert? Et surtout, qu'est-ce qui a bien pu les empêcher de revenir les chercher? Dans les falaises qui surplombent Qumran, Jody Magness explore une grotte qui pourrait renfermer la clé du mystère. C'est l'ouverture de la grotte numéro 11. Elle est typique des falaises calcaires des rivages de la mer Morte. C'est une grotte naturelle très accidentée. Le sol et le plafond sont très inégaux. Elle s'enfonce profondément dans la roche. D'après l'archéologue, l'un des manuscrits esséniens cachés dans cette grotte prédirait un cataclysme. L'un des manuscrits retrouvés ici est le rouleau de la guerre, qui décrit le combat apocalyptique de la fin des temps entre les fils de lumière et les fils des ténèbres. Il y a 2000 ans, les Esséniens, tout comme les premiers chrétiens, pensent que la fin du monde est proche. Ils se préparent pour un ultime combat et prêchent l'apocalypse à venir. Ils ont raison d'imaginer le pire. Car la guerre va bientôt éclater entre le peuple de Judée et l'Empire romain. Pour mieux comprendre les raisons de ce conflit, il faut se rendre à 100 km au nord-ouest de Qumran, sur la côte méditerranéenne. Cet ancien port est l'un des plus grands sites archéologiques d'Israël. Peter Gendelman, de l'Autorité des Antiquités d'Israël, effectue des fouilles dans un quartier de la cité. Il a exhumé les vestiges d'un temple. On a ici un énorme mur construit en pierre de taille. La découpe est encore fraîche, on voit même les traces d'outils sur la pierre.
Il s'intéresse à une pierre récemment exhumée, la base incurvée d'une colonne de temple. C'est une nouvelle pierre du temple. Seulement une petite partie. Disons 1/10 de la base initiale. Regardez comme elle est grosse. Elle devait mesurer plusieurs mètres. À l'origine, elle était à peu près de cette taille-là. Cette colonne devait être gigantesque comparée aux autres exhumées sur le site. C'est l'une des plus grandes colonnes découvertes par ici. D'ailleurs, le temple est aussi l'un des plus grands de la région. Ce n'est que l'un des nombreux monuments romains construits dans cette région. Au 1er siècle avant notre ère, la Judée tombe sous domination romaine. Cette immense cité d'origine grecque est reconstruite par Hérode le Grand, qui l'inaugure 10 ans avant le début de notre ère. Baptisée Césarée, en hommage à l'empereur Auguste, elle deviendra le siège de l'administration romaine à partir de l'an 6. Ce sont les vestiges de la domination romaine dans la région. Des trouvailles faites sur le site montrent comment les Romains imposent alors leurs idées à la population locale. Ce sont les débris d'une dalle en béton romain, importée de la baie de Naples, avec de la pierre volcanique. Les Romains importent d'Italie leurs matériaux, mais aussi leur savoir-faire. Je vais essayer de les assembler, regardez. Des empreintes de semelles sont encore visibles. Ce sont celles des chaussures qui étaient portées par les légionnaires romains. C'est une preuve des avancées technologiques que les Romains ont introduites à l'Est. L'étendue de l'influence romaine est très nette à Césarée. La cité est une version miniature de Rome en Judée. Les Romains l'ont bâtie dans la démesure, tout comme leur capitale, et affichent la richesse et le pouvoir de l'Empire à travers leurs somptueux bâtiments publics. Mais d'après Peter Gendelman, tous ces monuments ne sont pas dédiés aux Romains. Il examine des ruines mystérieuses. C'était un monument de grande taille, un très bel ouvrage de maçonnerie. Ce n'était sans doute pas une maison, mais plutôt un bâtiment public. Il pense qu'il s'agirait de l'une des plus grandes synagogues de la cité. Ce quartier devait être habité par des Juifs. Césarée est une métropole multiculturelle où chaque communauté peut vénérer ses propres dieux. Malgré tout, les Romains traitent les Juifs comme des citoyens de seconde classe. Et les Juifs ne l'apprécient guère. Des tensions sont apparues entre les communautés juives et romaines. Les Juifs voulaient être traités comme les citoyens romains. D'après Peter Gendelman, ces tensions donnent rapidement lieu à des actes de violence. En l'an 66, les Juifs de Césarée se révoltent. Les Romains ripostent et massacrent la population locale. La révolte s'est soldée par la mort de la plupart des Juifs. Les rescapés ont été expulsés de la cité pour plusieurs générations. Les émeutes de Césarée ont rapidement un effet boule de neige. Le soulèvement gagne toute la province et une révolte colossale éclate contre la domination romaine. Les Romains règnent sur leur vaste empire d'une main de fer. En raison des événements de Césarée, la province de Judée devient le berceau de la résistance. Les rebelles juifs écrasent la garnison romaine à Jérusalem et déclarent un État juif indépendant. Le soulèvement continue de s'étendre. Rome envoie 60 000 soldats pour tenter d'endiguer la révolte. Ils marchent sur la Judée et la Galilée en détruisant tout sur leur passage. Des centaines de milliers de Juifs sont tués. Sur les rivages de la mer Morte, à Qumran, les Esséniens continuent d'écrire leurs manuscrits. Ils se croient, à tort, à l'abri du danger. En plein cœur de la révolte, en l'an 68, le site de Qumran a été détruit. Des têtes de flèches romaines ont été retrouvées lors des fouilles.
Les Esséniens de Qumran ont dû croire que l'apocalypse qu'ils redoutaient était arrivée. C'est peut-être pour cette raison que la plupart des manuscrits ont été retrouvés dans la grotte la plus proche du site. Les Esséniens les auraient mis en sécurité peu avant l'offensive romaine. C'est dans la grotte numéro 4 que se trouvait la majeure partie du trésor. On y a découvert les restes de 600 à 700 manuscrits. Contrairement aux autres, ceux retrouvés dans la grotte numéro 4 étaient en très mauvais état. Ils s'étaient désintégrés en dizaines de milliers de fragments. Jody Magness avance une explication. Ces manuscrits auraient été laissés là dans la précipitation. Il est presque sûr que certains manuscrits ont été mis en sécurité dans cette grotte la veille du saccage de Qumran par les Romains en l'an 68. Cependant, une question reste sans réponse. Pourquoi les Esséniens ne sont-ils pas revenus chercher leurs précieux trésors ? À 25 km à l'ouest de Qumran se trouve Jérusalem. Pendant l'occupation romaine, c'était la ville la plus sacrée de la province de Judée. C'était aussi la ville natale des Esséniens. Le quartier du Mont Sion était alors le plus riche de Jérusalem. Rafi Levis est archéologue au campus académique d'Ashkelon. Il effectue des fouilles sur un site du Mont Sion avec l'aide d'une équipe de l'Université de Caroline du Nord à Charlotte. Des ruines d'habitations occupées à l'époque des manuscrits pourraient éclairer Rafi Levis sur la fuite des Esséniens. Faire des fouilles à Jérusalem est passionnant. Aujourd'hui, c'est une ville très complexe, qu'il était déjà par le passé. En particulier sur ce site, qui a connu 2800 ans d'occupation. On y trouve les restes de nombreuses religions, cultures et idées. Les ruines sont celles d'une demeure opulente. Certaines pièces ont été scellées il y a 2000 ans, à l'époque de la grande révolte juive. C'est sans doute une fenêtre condamnée. Il faudrait l'ouvrir pour pénétrer dans une autre pièce de la maison. Elle a été scellée à une époque très mouvementée, notamment quand les manuscrits de la Mer Morte ont été cachés. Les dimensions de la maison et sa situation près du sommet du Mont Sion permettent de déterminer l'identité des occupants. C'était le cœur de la ville. Ceux qui habitaient dans ce quartier de Jérusalem étaient des prêtres aristocrates. En exhumant le bain rituel de cette résidence, les archéologues découvrent un lien possible avec les manuscrits de la Mer Morte. Ils découvrent 4 fragments d'une coupe en calcaire sculptée, utilisée lors des rites de purification. Trois inscriptions de styles différents sont gravées à la surface. L'une d'elles n'apparaît que sur les manuscrits. Cette coupe appartenait-elle aux Esséniens? Dans ce cas, pourquoi se trouvait-elle dans une ville qu'ils avaient quittée depuis longtemps? C'est l'une des trouvailles les plus palpitantes faites à Jérusalem. C'est une coupe en pierre, taillée dans un calcaire très tendre. Elle a été faite à la main. On voit encore les marques de ciseaux. C'est le couteau qui a laissé ces marques. Ces coupes en pierre servaient à se laver les mains et non à boire. L'eau devenait trouble en raison du calcaire. C'est pour ça que personne ne buvait dedans. Ces coupes réservées aux ablutions sont répandues à l'époque des Esséniens. Mais elles sont rarement gravées. Sur les 11 lignes d'écriture, une seule est lisible. Il est écrit « Shafti Meonia ». Je regagne la maison de Dieu. Les Esséniens ont peut-être fui la destruction de Qumran et regagné leur ville d'origine.
Ça pourrait être la réponse à notre question. Cet homme a retrouvé la maison de Dieu. Il était heureux et a pris le premier objet qui lui tombait sous la main, sa coupe en pierre. Et il y a gravé cette phrase « Je regagne la maison de Dieu ». C'est une découverte intrigante. Cette tasse a pu être gravée par quelqu'un revenu à Jérusalem après avoir séjourné à Qumran. Rien de semblable n'a jamais été découvert ici. L'inscription sur la coupe rituelle semble confirmer cette hypothèse. Certains Esséniens ont peut-être trouvé refuge à Jérusalem après la destruction de Qumran par les Romains. Mais ils ont alors commis une erreur tragique. En l'an 70, 4 ans après le début de la grande révolte juive, l'armée romaine s'en est pris à la capitale des rebelles, Jérusalem. Sous les rues de la ville, son passé sombre est en train d'être dévoilé. Il pourrait expliquer pourquoi les Esséniens n'ont jamais pu retourner à Qumran chercher leurs manuscrits. Ces fouilles archéologiques sont particulièrement ambitieuses. On se trouve sous les rues de Jérusalem et on creuse à cet endroit pour exposer, non pas les rues actuelles, mais les rues anciennes et les éléments qui les accompagnaient. Joe Uziel travaille pour l'autorité des antiquités d'Israël. Les fouilles doivent être réalisées par une équipe d'archéologues et d'ingénieurs. Nous creusons mètre par mètre, en suivant à chaque fois la même couche sur tout le périmètre, strate après strate. Pour creuser à plusieurs mètres sous la ville, il faut avoir recours à des techniques structurelles avancées. On doit s'assurer de ne rien faire qui puisse endommager ou fragiliser les constructions au-dessus de nos têtes. C'est pour ça qu'une équipe d'ingénieurs travaille avec nous pour vérifier qu'on prend les précautions nécessaires, afin de ne pas provoquer de dégâts structurels en surface. Les fouilles souterraines s'étendent sur plus de 600 mètres, du bassin de Siloé, dans l'est de Jérusalem, au mont du Temple. L'équipe de Joe Uziel a fait déjà une découverte étonnante. On marche sur un sol pavé, construit il y a 2000 ans. Il faisait partie de la rue qui conduisait au mont du Temple. Cette rue construite par les Romains pour les Juifs de Jérusalem était la principale voie processionnaire jusqu'au Temple. Je me trouve au bord du trottoir qui sépare la rue des bâtiments. Un peu plus loin, j'accède à l'entrée d'un bâtiment qui se dressait le long de cette voie et avait pignon sur rue. Aujourd'hui, Jérusalem est construite sur les vestiges d'une ville occupée pendant des millénaires. Mais pourquoi cette ancienne rue est-elle enfouie si profondément sous la surface? Les archéologues creusent parmi les couches de gravats pour trouver la réponse. Ils font une découverte sinistre. D'après Joe Uziel, elle en dirait long sur le destin des Esséniens venus chercher refuge à Jérusalem. Elle expliquerait aussi pourquoi cette rue a été ensevelie du jour au lendemain, en l'an 70. On sait que les Romains ont détruit Jérusalem jusque dans ses fondations. Ils n'ont pas seulement incendié un bâtiment ici et là. Ils ont détruit le temple, ils ont abattu des murs entiers du mont du temple. Ils ont détruit les ponts et les rues et ont réduit la ville en cendres. C'est ce que nous avons découvert grâce aux fouilles. L'équipe exhume une couche de débris calcinés. Au cours de nos fouilles, on a trouvé une rue, construite en l'an 30 de notre ère, puis une couche épaisse de débris résultant de la destruction de la ville. Et au-dessus, les restes des bâtiments effondrés qui se dressaient dans la rue. Dans la couche qui correspond à la destruction, Joe Uziel trouve la preuve de la force colossale déployée par les Romains.
Cette pierre a été lancée par une baliste, une arme de siège qui ressemble à une catapulte. Elle est cassée, mais elle devait faire la taille d'un ballon de basket. Elle était tellement grosse qu'elle pouvait facilement détruire un bâtiment ou écraser un homme. La bataille de Jérusalem a sans doute été d'une violence inouïe. C'est l'une des nombreuses pointes de flèches retrouvées lors de nos fouilles. On voit à la corrosion, à cette couleur orange, qu'elle est en fer. Et ici, on voit la pointe qui pouvait traverser sans peine une armure. La destruction de Jérusalem est le massacre le plus sanglant de la grande révolte juive. Plus de 50 000 légionnaires et soldats romains encerclent la ville, qui accueille lors du siège environ 1 million d'habitants, de réfugiés et de pèlerins venus pour la Pâque. Pour franchir les remparts, les Romains déploient leur redoutable machine de guerre. Ils s'engagent dans une guerre d'usure. Quand enfin ils conquièrent Jérusalem, ils massacrent les habitants et saccagent tout sur leur passage. Beaucoup de Juifs, et notamment quelques Esséniens, se réfugient dans le temple avant que les Romains ne l'incendient. Le piège se referme sur les habitants de Jérusalem. Plus personne ne peut s'échapper. Joe Uziel pense que la violence de l'attaque romaine est un message à toute la Judée. À cette époque, l'armée romaine était la plus puissante au monde. C'était une façon de dire « Voilà ce qu'on fait à ceux qui se comportent mal dans l'Empire romain, on les anéantit ». Cependant, lors de leurs fouilles, les archéologues découvrent une éventuelle porte de sortie. Un étroit tunnel, situé sous l'ancienne rue, relie le temple à la périphérie de la ville. Dans le tunnel, les archéologues trouvent une cloche comme celle utilisée par les grands prêtres du temple. Et plus loin, un demi-shekel en argent qui date de l'époque de la Grande Révolte. Certains Juifs pris au piège du temple ont peut-être tenté de s'évader. Mais comme le prouve ce glaive romain également retrouvé dans le tunnel, ils ont sans doute dû se battre pour accéder à la liberté. Joe Uziel explore le tunnel. C'est un canal d'évacuation. Les fouilles ont permis de découvrir de nombreuses cachettes utilisées par les rebelles. Ils devaient s'asseoir dans ces renfoncements pour tenter d'échapper aux Romains. Il examine d'autres objets datant de l'époque du siège. On a trouvé des objets qui indiquent qu'ils se sont cachés ici. Par exemple, des lampes comme celle-ci. C'est le trou dans lequel on devait verser l'huile. Il y avait une mèche ici, et on voit encore la trace noire qu'elle a laissée, la trace de suie au bord de la lampe. Le drame qui s'est joué ici pourrait expliquer ce qui est arrivé aux Esséniens de Jérusalem et pourquoi ils ne sont jamais retournés à Qumran chercher leurs manuscrits. Certains ont réussi à s'enfuir de Jérusalem et même à rejoindre le désert. Mais d'autres ont rencontré la mort dans ces tunnels. La destruction de Jérusalem par les Romains est totale. Il ne reste presque rien de cette ville aujourd'hui. Seule une partie du mur ouest du temple est encore debout, témoin de ces jours de destruction. Tandis que Jérusalem brûle, les manuscrits de la mer Morte sont à l'abri dans les grottes. Mais quel destin est réservé aux Esséniens qui les ont cachés? Leur communauté de Qumran est détruite. Leur ville natale, Jérusalem, en cendres. Et les Romains ravagent toute la région. La découverte d'autres manuscrits, à moins de 50 km au sud de Qumran dans une forteresse impénétrable, semble prouver que quelques Esséniens seraient parvenus à s'échapper en emportant leurs précieux parchemins.
Voici Masada, une forteresse spectaculaire perchée au-dessus des rivages de la mer Morte. Masada a été construite 100 ans avant la Grande Révolte par le roi de Judée, Hérode le Grand. Au-delà de son architecture exceptionnelle, la forteresse cache de nombreux secrets. Dans l'enceinte des remparts en ruine, sous une montagne de pierres, les fragments d'anciens parchemins ont été retrouvés. L'un d'eux est une reproduction de textes sacrés qui n'apparaissent que sur les manuscrits de la mer Morte, les chants du sacrifice de Shabbat. Des Esséniens sont donc peut-être arrivés jusqu'à Masada. Mais ce palais-forteresse était à l'image du pouvoir et de la richesse du roi Hérode. Pourquoi des Esséniens auraient-ils cherché refuge sur le territoire du plus grand tyran de Judée? La conception de Masada est exceptionnelle. Un palais suspendu se cache derrière les remparts. Il est construit sur 3 niveaux au sommet de falaises de 300 mètres de hauteur. Il abrite une caserne militaire, une armurerie et même des bains chauffés. À l'époque de la Grande Révolte, le roi Hérode est mort depuis longtemps et son palais n'est plus qu'une coquille vide. Guy Stiebel, chercheur à l'université de Tel Aviv, enquête sur les secrets de Masada. Il veut savoir qui occupait cette immense forteresse lors du soulèvement contre les Romains. C'est non seulement un palais-forteresse, mais une somptueuse demeure au milieu de nulle part. C'était le dernier bastion de la province de Judée. D'après les récits historiques de l'époque, Masada est alors tenu par de violents extrémistes juifs, les Sicaires. Ces assassins tiennent leur nom de leur arme, la sika, un poignard à lame recourbée qu'ils dissimulent sous leur habit. Ils poignardent dans les lieux publics des Romains, mais aussi les Juifs qui collaborent avec eux, puis disparaissent dans la foule. Au début de la Grande Révolte, les Sicaires reprennent la forteresse de Masada aux Romains. Ils sont ainsi en sécurité, tandis que leurs ennemis mettent la Judée à feu et à sang. Guy Stiebel aimerait comprendre pourquoi ces fragments de parchemin, identiques à ceux de Qumran, ont été retrouvés à Masada chez les rebelles. Il se met à chercher des traces des Esséniens. Les Esséniens devaient se purifier. Donc, il faut chercher quelque chose qui ressemble à un mikvé, un bassin d'immersion. L'archéologue s'intéresse à une vaste fosse dotée d'escaliers situés au centre de Masada. Cette structure a été construite à l'époque de la révolte. On y voit un grand mikvé. Des marches permettent de descendre tout en bas. Guy Stiebel pense qu'il s'agit d'un bain rituel essénien. Il ressemble étrangement à ceux découverts sur le site de Qumran. Ils se baignaient en groupe 2 fois par jour, en plein désert. C'est vraiment une pratique unique. À côté du bain rituel, cette construction longue et étroite évoque les bâtiments communaux de Qumran, où les manuscrits auraient été écrits. La largeur de cette fosse est la même, au millimètre près, que celle de Qumran. Et sa longueur est 2 fois plus courte précisément. Je pense que ça répond à la question de savoir si les Esséniens étaient présents à Masada. Ces bâtiments seraient la preuve que des Esséniens se sont réfugiés et installés à Masada. Les toutes dernières fouilles effectuées sur le site ont révélé d'autres informations inattendues. Elles invitent à reconsidérer le rôle de la forteresse dans l'histoire.
Je suis sûr que les Sicaires constituaient le groupe dominant à Masada, mais ce n'était pas le seul. L'équipe de Guiche-Tibel exhume 2 monuments construits dans l'enceinte de la forteresse pendant la guerre judéo-romaine. C'est une pièce qu'on appelle un quart de shekel, datant de l'époque de la révolte. Elle était par terre. Super. Parmi les ruines, les archéologues déterrent des quantités importantes d'objets du quotidien. Ça doit être une timbale en verre, pour boire du vin. Les deux s'assemblent. La présence de ces objets laisse à penser que les rebelles juifs, dont les Esséniens, tentaient de mener une vie normale entre les murs de Masada, à l'abri des Romains. On a trouvé beaucoup d'artefacts. Mais avant de les extraire, nous devons identifier leur emplacement précis dans la maison, afin de reconstituer les activités du foyer. C'est ce qu'on appelle l'archéologie domestique. Un objet en particulier semble indiquer que des familles vivaient ici. C'est un objet personnel encore très répandu aujourd'hui. Pour moi, c'est comme remonter le temps. On a trouvé un peigne de la même forme que ceux qu'on utilise aujourd'hui. Il s'agirait d'un peigne à poux, fait dans un bois originaire de Syrie. Les dents du peigne sont très serrées. Ça permet de défaire les nœuds et de retirer les poux. Je faisais partie de l'équipe qui a trouvé des restes de poux, les plus anciens au monde. Alors c'est incroyable pour moi de trouver un objet pareil. Ça fait partie des trésors qui se cachent ici, à Masada. Pour Guiche-Tibel, ces objets permettent d'identifier les occupants de la forteresse. Ils expliqueraient aussi pourquoi les Esséniens s'y sont réfugiés avec ces manuscrits. Je suis vraiment ravi, parce qu'on vient de faire une magnifique découverte. C'est ce qu'on appelle un cabochon, une gemme. Pour moi, c'est vraiment très important. Cette gemme minuscule n'est que partiellement taillée. Son propriétaire n'a sans doute pas eu le temps de la terminer. Imaginez que les Romains arrivent et que vous devez vous enfuir. Qu'est-ce que vous emporteriez? Vos bijoux. Ils sont assez petits et se glissent facilement dans une poche ou une bourse. Ce genre de découverte confirme l'hypothèse de Guiche-Tibel. Masada aurait accueilli des réfugiés et notamment des Esséniens ayant fui la destruction de Jérusalem et de Qumran. Et ils sont arrivés avec certains de leurs précieux manuscrits. C'était l'endroit idéal pour se mettre à l'abri des Romains. Tout le monde était le bienvenu à Masada. La forteresse présente néanmoins plusieurs inconvénients. Elle est isolée et difficile d'accès, ce qui complique son approvisionnement. Le premier propriétaire des lieux, le roi Hérode le Grand, a donc élaboré des solutions. Le roi Hérode avait tout fait dans la démesure et le luxe, puisqu'il avait construit 5 palais ici. Imaginez 3 bains immenses. Il y avait même un bassin de nage au sommet de la forteresse. Hérode a fait construire un réseau d'alimentation dans la paroi de la montagne. Dans les profondeurs de la roche, sous le palais du roi, se trouvent 12 réservoirs de la taille d'une maison. 2 aqueducs les alimentent en eau de pluie venue des montagnes voisines. Tapissés d'un revêtement étanche, les réservoirs peuvent contenir près de 40 000 mètres cubes d'eau. En temps de paix, elles permettent de remplir les bains du roi Hérode. En temps de guerre, elles peuvent alimenter 1 millier de réfugiés en eau pendant 10 ans. Mais lorsque la révolte juive éclate, le palais est à l'abandon depuis des décennies. Il est possible que le système d'alimentation d'eau ne fonctionne plus. Guiche-Tibel monte au sommet de Masada pour le savoir, intrigué par une mystérieuse photographie aérienne retrouvée par hasard dans des archives.
C'est l'une de mes découvertes préférées. C'est une reproduction d'une carte au trésor. Il cherche sur cette photo des indices aujourd'hui dissimulés par les travaux archéologiques. On a retrouvé cette photo aérienne de Masada, qui a été prise, c'est écrit ici, le 29 décembre 1924. À 12h15, un pilote de l'escadrille 14 de la Royal Air Force a décollé d'Amman, en Jordanie, survolé Masada et photographié le site avant le début des fouilles. En examinant l'image de plus près, Guy Stiebel a identifié deux étranges zones d'ombre. Au milieu de ce plateau, j'ai découvert des taches noires que je n'avais jamais vues. On a commencé à fouiller la zone il y a 2 ans. L'archéologue n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Dès qu'on a commencé à creuser, on a touché une réserve d'eau. Cette réserve se trouve au cœur de Masada. Elle fonctionnait encore à l'époque de la révolte et fait partie du réseau construit par le roi Hérode. Ce système d'approvisionnement permettait aux rebelles d'avoir de l'eau potable à l'intérieur de la forteresse. Les réfugiés avaient donc des moyens de subsistance. Le plus fascinant, je trouve, est que ce site nous raconte une histoire de survie. L'eau était indispensable et les rebelles ont su exploiter un système mis au point par Hérode le Grand. C'est la preuve d'une grande intelligence et ingéniosité. Certains auteurs des manuscrits de la Mer Morte se sont aussi réfugiés à Masada pour échapper aux Romains. Ils vivent parmi les rebelles, derrière les remparts de la forteresse. La communauté a accès à l'eau. Mais où trouve-t-elle de quoi se nourrir? Aujourd'hui, rien ne pousse sur la montagne. Guy Stiebel continue de chercher des indices datant du règne d'Hérode le Grand au 1er siècle avant notre ère. Son équipe prélève des échantillons de terre à l'emplacement de l'ancien palais. Daphna Langout, chercheuse à l'université de Tel Aviv, est chargée de les analyser. Notre objectif est de mettre au jour les jardins d'Hérode à Masada. Elle cherche des traces de pollen qui remonteraient à l'époque du roi de Judée. Le pollen est la substance naturelle la plus durable au monde. Il peut être conservé dans des sédiments pendant des centaines de milliers d'années. Le pollen des échantillons permettra d'identifier les variétés de plantes. L'objectif est d'extraire les grains de pollen de ces sédiments. Pour cela, Daphna Langout ajoute différents types d'acides aux échantillons. Puis, elle examine les grains au microscope et détermine à quelles plantes ils appartiennent en les comparant à une collection de pollens anciens. Chaque variété de plante produit sa propre forme de pollen. Ces grains sont un peu comme les empreintes digitales des plantes. Je viens par exemple d'identifier un grain appartenant à un cyprès. Les résultats des analyses du sol de Masada sont inattendus. Le roi Hérode cultivait des arbres fruitiers exotiques et des vignes. On est très surpris de ce qu'on a trouvé pour l'instant. On a réussi à identifier le pollen d'olivier, de vigne, de figuier sycomore, de grenadier et de cyprès. Daphna Langout pense que le roi faisait importer du terreau fertile. Il a ainsi transformé des paysages arides en de luxuriants jardins. Ce terreau a été versé intentionnellement au sommet de la colline, sans doute à la demande d'Hérode, pour que son vignoble puisse pousser. Quand les rebelles et les Esséniens arrivent à Masada des décennies plus tard, ils exploitent à leur tour ce sol fertile.
On pense que les rebelles ont utilisé ce qui restait des ressources du palais d'Hérode, notamment les systèmes d'approvisionnement d'eau et les réserves. C'est ce qui leur a permis de développer une forme d'agriculture au sommet de la colline. Les occupants de la forteresse ont largement assez d'eau pour subsister. Ils creusent des canaux d'irrigation pour cultiver des vignes, des dattiers et même des arbres fruitiers. Ils déposent leurs récoltes dans d'immenses filets et font sécher les fruits au soleil pour les conserver. Dans le garde-manger du fort, les rebelles découvrent les réserves d'eau et de céréales laissées par les Romains. Ils s'en servent pour faire du pain. Des pigeonniers permettent d'élever des oiseaux pour les manger et de produire de l'engrais avec leurs excréments. On a trouvé un grand nombre de systèmes d'irrigation et d'énormes garde-manger qui fournissaient au roi tous les produits luxueux du monde antique. 70 ans plus tard, c'était le refuge idéal pour les rebelles en quête d'asile. Tu vois la forme de la cruche? Oui. D'accord. Donc elle a cette forme-là. Elle date de l'époque de la révolte. Les recherches de Guy Stiebel prouvent que les fragments de parchemin retrouvés sur le site ont été introduits par les Esséniens. Lorsqu'ils arrivent à Masada, ils se joignent aux réfugiés qui occupent déjà la forteresse. Ensemble, ils bâtissent une communauté qui fonctionne en parfaite autosuffisance. Ils tentaient de reconstruire leur vie et de recréer quelque chose de nouveau. Une nouvelle découverte permet à l'archéologue de mettre un nom sur l'un de ces rebelles. Un fragment de poterie. Il s'appelait Youssef, Youssef le boulanger. C'était sans doute lui qui faisait le pain pour toute la communauté de rebelles à Masada. Sur cette inscription, le boulanger promet d'offrir une part de son pétrin chaque semaine à un prêtre juif réfugié dans la forteresse. Chaque semaine, je vous offrirai un peu de mon pétrin une fois tous les 7 jours. C'est le plus ancien exemple de loi biblique. La nation mourait de faim. Le temple était détruit, ainsi que la capitale Jérusalem. Mais ce phénix commençait à renaître de ses cendres. Malheureusement, la forteresse d'Hérode dans les montagnes n'est pas aussi sûre que l'espèrent ses occupants. 3 ans après la destruction de Jérusalem, Masada est le seul bastion rebelle encore debout. Mais l'armée romaine balaie toute forme de résistance et au printemps de l'an 73, une légion marche sur la forteresse. Voir les éclaireurs romains apparaître à l'horizon a dû être terrifiant. Cette nouvelle offensive romaine expliquerait-elle pourquoi les Esséniens n'ont jamais récupéré leurs manuscrits restés dans des grottes pendant 2000 ans? Ce n'était pas un combat égal. On ne plaisantait pas avec les Romains. C'était l'armée la plus puissante de l'Antiquité. Assiéger une forteresse comme Masada était un véritable exploit. À l'aide d'un drone, Guy Stiebel et son équipe vont reproduire un modèle complet en 3 dimensions du siège de Masada. Cette technologie leur permet d'obtenir des informations d'une précision inégalée. Quand les Romains décidaient d'assiéger une forteresse et d'envoyer dans le désert entre 6 000 et 8 000 soldats, ils ne plaisantaient pas. Tu peux zoomer? Oui. La stratégie militaire des Romains apparaît désormais clairement. C'est très à pic, donc on ne peut pas prendre de photos partout. Alors on se sert de la photogrammétrie. Le drone prend des centaines de clichés à partir d'angles différents. On les importe dans le logiciel et on obtient un modèle en 3D.
Cette technologie révolutionnaire permet aux archéologues d'obtenir un modèle virtuel de l'intégralité du site. On voit qu'il y a 2 sections de sentier. Les murets ne sont pas orientés dans la même direction. Ça nous permet d'établir un modèle à l'échelle pour comprendre comment ils ont procédé, quelle quantité de pierres ils ont utilisé, la largeur du sentier, etc. On ne peut pas faire ça en explorant le site à pied. Ils ont fait ça en 2 étapes, avec un muret ici et l'autre là. L'autre, oui. Regarde comme c'est à pic. La différence est vraiment très visible. Oui. Grâce à ce modèle en 3D et à toutes ces données, je peux enfin délimiter le périmètre sur lequel le siège a eu lieu. Ils ont dû exploiter une main-d'œuvre colossale pour transporter toutes ces pierres. Les sièges romains sont tous conçus à partir du même modèle. Cependant, à Masada, l'armée semble avoir eu recours à une approche unique. Ces blocs de pierre sont les restes d'un fort romain. Derrière ces remparts de 2 mètres, les hommes montent une centaine de tentes pour abriter toute une légion. Ils construisent ainsi 8 forts identiques, qu'ils relient par un mur de 2 mètres de hauteur. « 12 tours permettent à des sentinelles de faire le guet 24 heures sur 24. Les Romains bâtissent ainsi autour de la montagne un mur de 3 km de long, destiné à encercler les rebelles. Les rebelles n'avaient aucun moyen de s'échapper. Leur refuge devient une prison. Les Romains devaient suivre un plan élaboré à l'avance, étape par étape. Plan A, plan B, plan C. Chaque camp est organisé comme une colonie miniature. Au centre se dresse la tente du commandant et quartier général des opérations, le tribunal et le poste de garde, ainsi qu'un autel pour vénérer les dieux. Les légionnaires vivent dans des tentes aux murs de pierre. Ils sont jusqu'à 8 à dormir et prendre leur repas ensemble. Parmi leurs tâches quotidiennes, les soldats doivent effectuer une garde de 3 heures et suivre un entraînement rigoureux. Mais à Masada, ils passent le plus clair de leur temps à construire le mur de siège sous un soleil brûlant. Les rebelles ont les moyens de résister indéfiniment à l'ennemi. Mais les Romains veulent en finir rapidement. Ce sont des experts dans l'art du siège. Ils n'ont cependant jamais tenté de prendre une forteresse aussi inviolable que Masada. Une mission titanesque attend les 8000 légionnaires. Des pentes glissantes et des parois à pic entourent le bastion des Irréductibles. Les rebelles disposent de réserves d'eau presque illimitées à l'intérieur et au sommet de la montagne. Autour de la citadelle se dressent des doubles remparts de plus de 2 mètres d'épaisseur, défendus par 30 tours de garde. Malgré l'ampleur de la tâche qui les attend, les Romains vont tenter d'écraser les rebelles et d'endiguer la révolte juive définitivement. Ils ne pouvaient pas utiliser la stratégie classique, qui consistait à marcher sur leur cible et encercler la tour principale. Les Romains doivent trouver un moyen de franchir des falaises hautes de 300 mètres. La solution, construire une rampe immense. C'est une véritable prouesse qui impressionne encore les archéologues. Guy Stiebel aimerait notamment comprendre pourquoi les Romains l'ont construite ici. Ils ont décidé d'exploiter l'éperon rocheux sur lequel on se trouve actuellement. Ils choisissent cet emplacement qui leur permet de réduire de moitié la hauteur de la rampe. Mais bâtir un mur de 150 mètres en plein désert met leur savoir-faire militaire à rude épreuve.
Les Romains doivent transporter et entasser des centaines de milliers de tonnes de pierres pour que la rampe atteigne la forteresse. Alors seulement pourront-ils positionner leur tour de siège face aux remparts et attaquer. Ils travaillent avec une rapidité stupéfiante. On sait, d'après ce qu'a fait l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, combien de pierres un soldat est capable de transporter par jour. On peut donc calculer combien de temps environ il a fallu aux Romains pour construire leur rampe de siège. En s'appuyant sur ces calculs, Guy Stiebel détermine que les Romains ont dû construire la totalité de leur rampe de siège en moins de 9 semaines. C'est stupéfiant. Reste à savoir comment ils ont pu travailler si vite par une chaleur caniculaire. On est en plein désert. Il fait très chaud. Chaque jour passé ici, il faut davantage de nourriture et d'eau. Plus ils finiraient vite, plus les soldats seraient contents et moins il y aurait de morts. C'était impératif qu'ils terminent le plus vite possible. Guy Stiebel examine de mystérieux morceaux de bois encastrés dans la rampe. Ils ont peut-être contribué à accélérer la construction. C'est incroyable de trouver ces morceaux de branches encore dans la roche 2000 ans plus tard. Ils sont alignés ici, l'un à côté de l'autre. 1 mètre plus haut, on retrouve la même chose. Ils avaient disposé des planches et des casiers en bois pour soutenir le poids de la roche et du sol. Ça leur a permis d'attaquer Massada plus vite. L'offensive romaine se concentre désormais sur les remparts de la forteresse qui se trouvent au sommet de la rampe. Tout se jouait en réalité sur 25 mètres, au niveau des points de pénétration et du pont auquel menait la rampe de siège. Les Romains constituent désormais une réelle menace pour les Esséniens. Mais les rebelles ne se rendront pas sans résistance, comme en témoignent les textes du rouleau de la guerre. L'image qu'on a de leur communauté est celle d'un ashram indien au milieu de nulle part, des hommes en quête de paix et de tranquillité. Mais quand on lit le rouleau de la guerre, on voit tout de suite que son auteur connaissait très bien l'art du combat. D'après le rouleau de la guerre, les prêtres esséniens doivent mener les forces de lumière à la victoire contre les forces des ténèbres. La stratégie militaire est détaillée jusqu'à la musique supposée accompagner le début des hostilités. Certains Esséniens étaient donc parfaitement capables de porter des armes et de s'en servir contre les Romains. Les rebelles de la forteresse ne sont pas sans défense. Ils attaquent les Romains du haut des remparts. Les rebelles se sont fabriqués des munitions avec d'énormes pierres. Les Romains poursuivent la construction de leurs rampes alors que les rebelles les attaquent à coups de pierre. Ils sont contraints de mettre au point une défense, comme le révèlent les fouilles réalisées sur le site. Vous voyez ici une pierre de baliste en calcaire. Le poids est d'environ 2 livres romaines, soit dans les 600 grammes. Imaginez cette pierre projetée sur une longueur de 400 mètres. Elle était destinée à tuer ou à blesser un homme. Les Romains ne restent pas sans réagir, comme le montre ce projectile. Chaque soldat est équipé d'une arme de type lance-pierre. Len Morgan est expert en reproduction d'armes romaines. Il va tester l'une de ces catapultes afin de déterminer si les Romains auraient pu utiliser une telle arme lors du siège. L'artillerie romaine est la plus élaborée du monde antique. Cette expérience va permettre d'identifier les techniques employées et la puissance de feu. Une légion comptait 60 lanceurs de flèches, appelés des catapultes. Il y avait aussi 10 machines plus grosses, appelées des balistes. Vers James.
La baliste et la catapulte ont un fonctionnement similaire. Len Morgan manipule une catapulte qui tire des flèches dont la pointe est en fer. La puissance vient principalement des cordes de chaque côté de la catapulte. Les Romains utilisaient des cordes faites de tendons, plus élastiques et solides que nos cordes synthétiques. La torsion des cordes a l'effet d'un ressort. C'est ça qui projette le bras vers l'avant et propulse la flèche. Ces flèches sont mortelles. C'est une catapulte à 3 empans qui tire des flèches comme celle-ci. C'est une flèche de 3 empans, l'unité de mesure utilisée par les Romains. Du petit doigt au pouce, il y a un empan, soit environ 23 cm. La flèche mesure 3 fois cette unité, donc c'est une flèche à 3 empans. Une pointe en fer affûté, destinée à percer les boucliers et les armures. Chargez, tirez. Len Morgan se sert d'un pistolet radar pour mesurer la vitesse et la puissance de la flèche. On veut connaître la vitesse de la flèche dans l'air. Idéalement, on aimerait atteindre 160 km/h. Tirez. J'ai 133. Je suis sûr qu'on peut faire mieux. 146. C'est mieux. Pour l'instant, on a atteint environ 145 km/h. Je pense qu'on peut faire mieux, surtout si on tend un peu plus les cordes des machines. Tirez. Rechargez. Une flèche fait énormément de dégâts, un peu comme une balle de fusil. Elle finit toujours par tuer, même si ce n'est pas sur le coup. Une catapulte tendue au maximum a une portée de 400 mètres. Cela suffit à atteindre les remparts de Masada depuis la rampe en construction. Les Romains ont dû en tirer à différents endroits et faire beaucoup de victimes parmi les rebelles qui se déplaçaient le long des remparts. Une catapulte peut aussi être une arme de précision. On sait que ce genre de flèche a déjà tué du premier coup. On raconte souvent l'histoire de ce chef Gu qui a traversé un champ de tir en passant devant un arbre et s'est retrouvé cloué au tronc. À Masada, les Romains utilisent leur artillerie pour repousser les tirs ennemis. Len Morgan aimerait savoir combien de projectiles peuvent être tirés par minute. Le but de l'exercice est de tirer le plus de flèches possible. Travailler en équipe. Tirez. Chargez. Tirez. Ramenez-la vers l'avant. Remontez-la. 30 secondes. Tirez. Rechargez tout de suite. Tirez. 1 minute 20. Ça donne quoi au niveau du temps? 1 minute et 30 secondes. 1 minute et demie pour tirer 4 flèches. Des tireurs expérimentés pouvaient sans doute en tirer 4 par minute. On est un peu plus lent. L'équipe de Len Morgan parvient à tirer 4 projectiles en 1 minute 30. Des tireurs d'élite pouvaient sans doute pousser jusqu'à 5, voire 6 flèches par minute. Surtout dans le feu de l'action. Quand l'ennemi attaque, on donne tout ce qu'on a. Chaque légion romaine possède jusqu'à 60 machines comme celle-ci. Len Morgan calcule maintenant la puissance de feu totale. Imaginez une pluie de flèches tirées par 60 catapultes. Elles vont retomber un peu partout, et tout le monde va se mettre à crier et hurler. C'est un bon moyen de semer la panique dans les rangs ennemis. Lors du siège de Masada, les Romains tirent sans doute des centaines de projectiles par minute. Leur riposte est si violente que les rebelles cessent de les attaquer depuis les remparts. Le fait qu'on en ait trouvé des centaines éparpillées un peu partout nous permet de reconstituer le combat, et notamment les lignes de tir. Une telle puissance de feu neutralise les rebelles retranchés dans la forteresse. 10 balistes là-bas, et toutes les minutes, une pierre fend l'air. Les catapultes tirent en permanence. On imagine à quel point ça devait être difficile pour les Juifs de simplement relever la tête. La totalité des munitions romaines était dirigée vers la même cible.
L'expérience de Len Morgan démontre que les rebelles et les Esséniens se retrouvent rapidement dépassés. L'enfer s'est abattu sur eux. Les rebelles ne peuvent plus rien faire pour empêcher les Romains de construire la rampe de siège. Chaque jour, elle se rapproche un peu plus des remparts de la forteresse et du point de pénétration visé par les Romains. Seules les falaises se dressent désormais entre les rebelles et une mort certaine. Pour les Juifs, c'était le combat final. Les fils de lumière contre les fils des ténèbres. Serait-ce la raison de la disparition des derniers Esséniens? Une fois assiégés par les Romains, ils ont compris que c'était une question de vie ou de mort. Il n'y avait pas d'autre alternative. La rampe terminée, les Romains démolissent les remparts à l'aide de leurs béliers et de leurs tours de siège. Ils mettent le feu à la seconde barricade construite par les rebelles. Tandis que le soleil se couche, les Romains font une trêve avant de porter le coup de grâce. C'était un coucher du soleil très symbolique. La fin était proche. Guy Stiebel se réfère au récit que l'historiographe juif romain Flavius Joseph a fait de cette bataille sanglante. Dans ce genre de cas, il ne reste qu'une chose à faire pour mourir la tête haute, se suicider. Un suicide collectif est organisé. 10 rebelles assassinent 900 hommes, femmes et enfants, avant de s'entretuer, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Le dernier incendie la forteresse et se donne la mort. Quand les Romains pénètrent enfin dans Massada, tous les occupants sont morts. La prophétie apocalyptique annoncée dans les manuscrits de la mer Morte s'est réalisée. Mais avant de mourir, les Esséniens ont laissé une trace de leur passage. Guy Stiebel a découvert à Massada une grotte identique à celle de Qumran. Les habitants de Qumran plaçaient leurs parchemins dans des pots qu'ils rangeaient dans des grottes. Au laboratoire, l'archéologue examine cet étonnant tesson retrouvé parmi les débris de la grotte. Sa forme indique qu'il s'agit d'un fragment de peau. On est très content, car on vient d'exhumer un morceau de peau cylindrique, identique à ceux que les Esséniens de Qumran ont utilisés pour cacher les manuscrits. On l'a trouvé dans la grotte, à côté du réfectoire. Guy Stiebel pense que ce pot est identique à ceux qui contenaient les manuscrits de la mer Morte à Qumran. Tout porte à croire que les Esséniens retranchés à Massada auraient eux aussi dissimulé leurs textes sacrés avant de mourir. Trouver ce fragment à Massada, dans ce contexte, dans cette grotte, est très important. Les Esséniens ont disparu, mais non sans laisser derrière eux le plus ancien des trésors bibliques. Les Esséniens réfugiés à Massada sont morts, mais leurs idées leur ont survécu. Les Esséniens nous ont légué une quantité d'informations colossales sur le monde de Jésus, le judaïsme à cette période et le contexte dans lequel le christianisme est né. Sans la découverte de ces grottes, la plus ancienne Bible de l'histoire serait restée à jamais enfouie dans le désert de Judée et les Esséniens seraient tombés dans l'oubli. Aujourd'hui, le monde entier peut lire les manuscrits de la mer Morte.